On a aussi des problèmes avec la non-réponse. Écoutez, c'est un problème dans toutes les enquêtes. Il n'y a pas d'enquête, en général, où on n'a pas de problème de non-réponse. La non-réponse totale, quand toutes les données, ou presque toutes les données d'une unité échantillonnée sont manquantes, ça pourrait survenir si une unité refuse de participer au sondage. C'est clair. Ou s'il est impossible d'établir le contact avec une unité de l'échantillon. On a peut-être de l'information au sujet de l'unité, mais on n'est pas capable d'aller chercher l'information supplémentaire, l'information de contact, l'information démographique, on l'a peut-être, mais on n'a pas eu, par exemple, la taille ou le nombre d'enfants ou la variable qui nous intéressait parce qu'on n'était pas capable de rentrer en contact avec elle. Peut-être que l'unité ne peut pas être repérée, ou peut-être que l'information qu'on a obtenue est inutile. Soit qu'on pense que la personne a menti ou qu'il y a eu une perte de qualité ou, je sais pas, les données qu'on a ramassées sont plus bonnes. Il y a quelqu'un qui a échappé un verre de jus de canneberge sur le papier, puis là, on l'a perdu. Puis cette personne l'a déménagé, puis on ne sait plus ce qu'elle est. Des trucs comme ça pourraient arriver. Comment est-ce qu'on traite les non-réponses? La façon la plus simple de faire, c'est de les ignorer. Dans les circonstances exceptionnelles, les proportions ou les moyennes qu'on cherche à estimer sans les ajuster pour les non-réponses totales pourraient finir par être à peu près les mêmes que celles qui seraient produites en appliquant un ajustement. Dans ce cas-là, pourquoi faire de quoi avec? Mais en général, c'est pas une bonne idée d'ignorer la non-réponse. Si vous ne compensez pas pour les unités non répondantes, les totaux en général sont sous-estimés. La taille d'une population, le total des revenus, le total des acres qui ont été récoltés, et ainsi de suite. La façon la plus commune de traiter de la non-réponse totale, c'est d'ajuster les poids de base en supposant que les unités répondantes représentent les unités répondantes et les unités non répondantes. Les poids de base, dont on en a parlé un petit peu quand on a parlé d'échantillonnage avec probabilité de sélection qui est proportionnelle à la taille. En général, il y a deux approches à l'échantillonnage. Il y a l'approche qu'on a utilisée ici, là, où est-ce qu'on a calculé les variances d'échantillonnage puis les estimateurs directement, mais on peut aussi dire qu'en général, chaque unité a une probabilité de sélection, puis c'est avec ça qu'on travaille. S'il y a des unités qui sont non répondantes, le fait qu'ils sont non répondantes vient finir par enfler la probabilité de sélection des unités qui seraient répondantes. Fait que si une unité représentait 4 unités dans la population, puis qu'il se trouve qu'il y a des gens qui ne répondent pas, peut-être que les unités qui répondent vont finir par représenter 5 unités dans la population à la place. Ce n'est pas nécessairement une hypothèse vraisemblable en pratique. Si les non-répondants sont équivalents aux répondants, c'est une approche qui a de l'allure. Si les gens ne répondent pas pour des raisons autres que la réponse qu'ils vous donneraient, ils ne répondent pas juste parce que ça ne leur tente pas de répondre, mais qu'il n'y a rien dans leur réponse qui serait différente des réponses des autres, ça a de l'allure. Fait que le poids de base pour un non-répondant, dans ce cas-là, il serait redistribué aux répondants. 1 sur 4 devient 1 sur 5 à la place. C'est un facteur d'ajustement. Fait que l'exemple que je pourrais vous donner, c'est celui-ci. Là. Laissez-moi faire des détails un peu plus complexes. Mettons qu'on prélevait un échantillon aléatoire simple de taille 25 dans une strate dont la taille était 1000. La probabilité d'inclusion des unités puis le poids de base correspondant, ce serait quoi? J'en choisis 25, il y en a 1000. Fait que chaque unité a 25 sur 1000 chances d'être choisie, 0,025. Puis le poids de base, ce serait 1 sur la probabilité d'être choisie. Fait que ça serait 40. Chacune de mes 25 unités représenterait 40 unités de la strate. Mettons qu'on avait une réponse de 20 et seulement 20 des 25 unités qu'on avait choisies qui répondent. Alors là, le facteur d'ajustement pour la non-réponse, puis la pondération ajustée pour la non-réponse, ça devient la chose suivante. Le facteur d'ajustement pour la non-réponse, c'est le nombre d'unités qu'on avait choisies divisé par le nombre d'unités qui ont répondu.
25 sur 20, c'est 1,25. Et on doit maintenant multiplier la pondération originale par ce facteur d'ajustement-là pour la non-réponse. 1,25 fois 40, ça devient 50. Alors maintenant, dans ce contexte-là, chaque unité qui répond représente 50 unités dans la strate. Fait qu'on ferait le travail avec cette nouvelle pondération-là. La pondération ajustée pourrait varier d'une strate à l'autre, en fonction du plan d'échantillonnage et de la taille de l'échantillon. Si on a, par exemple, on fait un sondage dans plusieurs provinces canadiennes, ben, il y a des provinces où peut-être on aurait moins tendance à faire confiance à un sondage qui viendrait du gouvernement, par exemple. Là, je nomme l'Alberta et le Québec comme ça, c'est peut-être pas raison, là, mais dans ma tête, à moi, je m'imagine que les Albertains et les Québécoises ont peut-être moins tendance à vouloir répondre à des sondages du gouvernement fédéral à l'heure actuelle. Fait qu'on aurait peut-être un facteur d'ajustement pour la non-réponse qui serait différent dans ces provinces-là, dans l'ensemble des autres provinces, où les gens répondraient comme ils répondraient en général. Si vous cherchez à déterminer la taille de l'échantillon, puis la répartition dans diverses strates, en pratique, quand on fait notre calcul, c'est la taille de l'échantillon visé. C'est en supposant qu'il n'y a pas d'erreur de couverture. Mais si on sait qu'on s'attend à ce qu'il y ait des non-réponses, on pourrait faire l'inflation de la taille d'échantillon visé pour finir par obtenir, après les gens qui ne répondent pas n'aient pas répondu, la taille qui nous intéressait vraiment. Donc, supposons qu'on fait notre calcul de répartition dans un échantillon stratifié de taille 29, puis on sait que c'est supposé être 17, 9 puis 3. Puis, dans une étude préalable, on avait vu que dans ces trois strates-là, les taux de non-réponse, c'était 16,2, 20,8 puis 31,2%. Fait que ça serait quoi la répartition que vous devriez vraiment utiliser pour finir par obtenir la répartition visée qui était 17, 9 puis 3? Ben, vous devez résoudre les équations suivantes. Il faudrait que N1 fois 1 moins 0,162, fait que ceux qui vont répondre, le 100% moins le 16,2%, 83,8%, 83,8% ici, il faudrait que ça soit égal à 17. Ce que ça me dirait, c'est que j'aurais besoin d'aller chercher 20,3 répondants dans la première strate, qui a un taux de non-réponse de 16,2% pour avoir une bonne chance d'obtenir vraiment les 17 unités que je veux avoir dans ma première strate. Et ainsi de suite pour les autres. Fait qu'on avait 20,3, 11,3, 4,3, pourquoi pas dire 21, 12, puis 5. Puis là, avec les taux de non-réponse, supposant que les taux de non-réponse finissent par être constants, on aurait des bonnes chances de finir avec 17, 9, puis 3. Dans le pire des cas, tous les gens répondent. Oui, ok, on a plus de réponses. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement le coût pour faire toutes ces réponses-là, mais là, on ira chercher seulement le 17, 9 puis 3 qu'on pourra continuer avec.